C'est une affaire qui date pas d'hier, mais qui continue de faire couler quand même beaucoup d'encre au sud de la frontière. Le très fameux, célébré Boston Consulting Group, BCG comme on le connaît, aurait été impliqué à Gaza, en Israël, en fait, concernant des dossiers autour de Gaza. Et il aurait fabriqué là, toutes sortes de plans, les plus maléfiques les uns que les autres. Le premier était de rendre conditionnel l'aide alimentaire là, à différentes avancées politiques, ce qui en a amené quelques-uns à accuser BCG de promouvoir de politiser ou en fait de rendre la famine là, comme un instrument de guerre. Et puis ensuite, évidemment, d'offrir des compensations financières pour proposer aux Palestiniens de fuir Gaza, des propositions qui pouvaient monter jusqu'à 9 000 dans certains cas, ce qui aurait permis essentiellement de vider Gaza, puis peut-être de faire de la place pour les magnifiques projets de Riviera Gaza de Donald Trump. J'en parle avec Luc Laliberté, toujours fidèle au poste. Luc, c'est pas très joli tout ça. Non, c'est pas très joli. Puis, écoute, Boston Consultant est lié finalement aussi à Gaza Humanitarian Foundation, Mhm. donc GHF, qui s'est retrouvé sur la sellette. C'est une organisation, une fondation qui a été créée, c'est en lien avec ce que tu mentionnais, pour apporter de l'aide humanitaire aux Palestiniens, aux civils palestiniens dans la bande de Gaza. Mais ça fonctionne branché sur les Israéliens, sur le gouvernement israélien et sur le gouvernement américain. Et il s'est produit un certain nombre d'incidents catastrophiques autour de ces points de rassemblement où on doit distribuer de l'aide alimentaire. Dont pas plus La... tard qu'hier, là, si j'ai bien Voilà, suivi, ouais. voilà, donc on le sait, la communauté internationale condamne ce que fait Israël présentement. Donc, il n'est jamais question du droit d'Israël à se défendre. Il n'est jamais question de dire ce que fait le Hamas fait partie, entre guillemets, de la routine hein, ou des activités habituelles. Dans les deux cas, on a condamné. Mais la pression qu'on exerce, c'est sur Israël pour dire non seulement vous avez parfois privé d'aide humanitaire une bonne partie de la population, vous avez en plus, au passage, tué un grand nombre de journalistes. Là, c'est là où il y a le plus grand nombre de journalistes qui sont morts en devoir sur la planète. Donc, si on parle d'un seul endroit ou un conflit. Et là, quand vous Dans offrez de l'aide, l'histoire. ouais, et ils disent quand vous offrez de l'aide humanitaire, ben il y a des gens qui meurent là. C'est quoi le décompte hier? C'était 79 personnes qui ont été Hmm. tuées en tentant de se procurer une aide humanitaire qui manque Par les cruellement. Israéliens, là, si j'ai bien compris. Voilà. Les services de défense israéliens ont carrément tiré sur la foule. C'était pas en raison d'une bagarre ou de piétinement. Non, voilà. Les militaires ont carrément ouvert le feu sur la foule. Est-ce qu'on a... D'ailleurs, revenons là, sur cet incident d'hier. Est-ce qu'on en Ouais. sait un petit peu plus, Luc, Écoute, ça? pas beaucoup plus. On a commencé par dire, écoutez, c'était le désordre, c'était le chaos. Ces gens-là meurent de faim littéralement. Il est possible qu'il y ait eu un certain désordre, mais on a littéralement ouvert le feu et on joue toujours sur soit du côté israélien, soit sur c'est un incident fortuit, soit c'est une erreur. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs, je trouve, depuis le début de l'intervention israélienne dans la bande de Gaza ou à l'endroit des civils palestiniens. Parfois, on a justifié, c'est parce qu'on voulait trouver des gens du Hamas, puis ils se cachent parmi la population. Mais parfois, il n'y avait pas de gens du Hamas, pas ce qu'on sache, pas ce qu'on l'ait dit après. Et il y a quand même des civils palestiniens qui sont morts en grand nombre. Et on dit, ben, en plus, là, vous les affamez, vous les privez du strict minimum. Et c'est là où la communauté internationale, dont l'ONU, par exemple, a réagi en Hmm. disant ce fameux GHF, là, cette fameuse fondation humanitaire pour Gaza, ça ressemble, le terme est important puis majeur, ça ressemble à une trappe à Palestiniens. C'est pour finalement forcer ou attirer des Palestiniens là où ils tombent, dans un piège. Et c'est tout ça, finalement, incluant ce que tu as mentionné en introduction, c'est tout ça qui vient rejoindre le Boston Consultant Group. Donc, pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, il y a eu de la part de la compagnie, et je sais que tu t'intéresses au dossier, si tu as vu autre chose, t'ajoutes, mais ils se sont excusés et ils ont pointé en direction de deux ou trois responsables, mais pas plus. Et ça me semble être beaucoup plus gros que ça. Et bien sûr, il y a toujours deux administrations là-dedans. Il y a toujours deux gouvernements. D'un côté, il y a M. Netanyahou
Et la Gaza Humanitarian Foundation, c'est là depuis Trump, c'est là depuis février 2025. Donc, quand M. Trump dit qu'il ne veut pas faire le jeu de Netanyahou, que Netanyahou a la tête dure, hein, ou qu'il tarde à Mhm. rentrer dans le rang, ou à tout le moins à se soumettre à sa volonté, moi, ce sont des questions que j'aimerais qu'on pose à l'administration Trump. Étiez-vous au courant de ça? Parce que c'est votre initiative. Puis bien sûr, ben, il y a les premiers répondants, entre guillemets, ou les premiers qu'on devrait pousser encore plus loin. C'est cette fameuse firme de consultants à laquelle tu réfères. Hmm. Évidemment, comme tu le dis très bien, là, il semble pour l'instant y avoir eu pas trop de conséquences, sinon réputationnelles, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas allé au Ouais, fond de voilà. l'affaire. Là. Donc, Non. BCG, apparemment, aurait commencé par un mandat pro bono là, pour aider cette fondation, Voilà. mais ultimement aurait reçu des honoraires. Puis tout ça, n'est pas sans me rappeler, là, évidemment, l'affaire de McKinsey là, qui avait conseillé Purdue Ouais. Pharma, là, Ouais. qui vendait, là, je pense, que c'est l'Oxycontin, là, qui est un Ouais. produit bon, dérivé du fentanyl et qui aurait à eux seuls, par des stratégies très agressives de vente et de commercialisation de ces produits, réussi à créer en partie la crise du fentanyl aux Ouais. États-Unis. Donc, ces grands cabinets conseils qui, finalement, à travers des stratagèmes là, puis des services pour lesquels ils sont rémunérés des millions de dollars, ben, comment dire, se font un peu les artificiers là, de très mauvaises solutions Non, non, c'est au en. bénéfice de leurs clients, j'en doute pas, mais qui ultimement se retrouvent avec des coûts en vie humaine très importants. Dans le cas de McKenzie, ça leur a coûté plus de 1 milliard de dollars là, en Voilà. différentes pénalités au fil des années dans le dossier de Purdue Pharma. Je ne sais pas si dans le cas de BCG, malheureusement avec l'administration Trump, je vois mal comment un Voilà. procureur viendrait poursuivre l'affaire et trouver des coupables, même si dans les faits, dans n'importe quelle démocratie libérale, on trouverait tout cela fortement condamnable. Quand les gens nous demandent parfois, est-ce que c'est grave finalement que Trump ait autant de contrôle sur le département de la justice? Mhm. Parce qu'habituellement, un président nomme l'Attorney General, la procureure, dans ce cas-ci, c'est la procureure générale, puis Et elle ensuite le est président se, indépendante. Ouais. voilà, habituellement, le président se retire après. Puis c'est pas un truc de démocrate républicain. À part Trump, c'est ce qu'on fait habituellement. Et dans ce cas-ci, ben, malheureusement, est-ce que c'est important? Oui. Parce qu'on l'a littéralement politisé maintenant, le département Mm. de la justice. Il y a d'autres dossiers sur lesquels je pourrais m'étendre. Mais donc, c'est peut-être ce qui va expliquer qu'on ne fera jamais la lumière sur ce groupe de consultants qui est mêlé à un scandale. Ce sont des vies humaines dont on parle. Il y a des millions, hein, il y a de l'argent qui a été fait alors que c'était présenté sous un beau jour, mais ça entraîne des pertes de vies humaines et peut-être a-t-on piégé des gens pour les mettre à mort. Mm. Si ça ne nous indigne plus, ben écoute, il n'y a plus grand-chose à espérer. Sinon, en quelques mots, je voulais t'entendre là, Ouais, sur bon, c'est les fameuses coupures là, qui, selon ce que j'ai compris, sont maintenant effectives là, dans NPR, le New Public Radio, et ouais, PBS, le Public Broadcast Service, deux médias, dans le fond, publics américains. ouais, Bon, je t'avouerais que PBS, je connais moins, mais NPR, je suis très, très abonné là, à leur balado et encore ouais, une fois, qui sont vraiment des bijoux là, exceptionnels qui couvrent toutes les facettes de la société américaine. voilà. This American Life, évidemment, en est un très, très, très réputé, mais plein d'autres. Ça contribue évidemment à l'affaissement des médias. Ça coupe évidemment de nombreux postes journalistiques. L'administration Trump fait valoir, là, puis tu sais, je voulais un peu t'entendre là-dessus, parce que je suis toujours un peu tiraillé, mais c'est Ouais, vrai, là, je veux dire, quand tu regardes les cotisations politiques de ces gens-là, quand tu regardes quand même leurs affiliations, ce sont des journalistes, on pourrait dire, peut-être, en fait, je sais pas, les écoles de journalistes, mais bon, étaient très démocrates, étaient très à gauche dans ces institutions-là. Est-ce que, bon, on n'est jamais favorable à détruire des médias, mais que fais-tu? Comment synthétises-tu, en fait, cette idée que effectivement on a parfois des médias publics, puis tu sais, gros parallèle avec Radio-Canada quand même, des médias ouais, publics qui sont très à gauche, tu sais, puis donc là, un ouais. gouvernement de droite éventuellement légitimement est élu, puis dit, ben là, c'est quoi ce foutoir? C'est quoi ce repère de gauchistes? Et dit, ben, on va leur couper les vivres. Encore une fois, j'adore ce qu'ils font chez NPR, mais je peux comprendre la logique. C'est là où je veux en venir. Là, ouais. Ouais, voilà, écoute, deux ou trois choses là-dedans. D'abord, une première chose très, très importante quand on parle de l'état des médias, pour beaucoup d'habitants des zones rurales aux États-Unis, PBS et NPR, parce que c'est public, c'est leur seule source d'information.
Donc, c'est des gens, ce sont des millions de personnes qu'on va priver d'informations parce qu'on coupe les vivres à ces deux-là. Tu parlais tout à l'heure de réduire la taille des médias. Au virage de l'an 2000, on avait 40 journalistes pour 100 000 habitants en moyenne. En 2025, on est rendu à 8,2 journalistes. Je pense que le calcul est facile à faire. Que vous soyez de gauche ou de droite, moins de journalistes, c'est moins d'informations. Donc, ça, c'était déjà majeur. PBS et NPR, je pense que démocrates comme républicains auraient pu convenir qu'on était généralement plus à gauche dans un horizon américain là, avec PBS et NPR, ce qui n'empêchait pas une grande qualité de recherche puis une grande qualité Ah non, mais de production. vraiment, j'enlève rien à la qualité du travail. Voilà. Je dis juste, c'est sûr que quand tu arrives... Tu sais, on a le même... Ouais. débat à quelque part au Canada qui est cadré différemment, mais tu sais, je peux comprendre si j'étais un fervent conservateur au Canada, je regarde Radio-Canada puis je suis comme c'est même ne pas exagérer du tout. Si je suis un conservateur, je peux dire que je suis sous-représenté avec les fonds publics si j'écoute Radio-Canada. Et ça n'enlève pas le travail, la qualité du travail des artisans de Radio-Canada. Il se fait du journalisme et du journalisme d'enquête qui est brillant. Mais soyons honnêtes, toutes les opinions n'ont pas le même temps d'antenne. Je formulerais ça comme ça. Donc, NPR et PBS, c'est de l'information pour tout le monde. C'était plus à gauche. De ça, on aurait pu parler. Moi, mon problème à moi, surtout qu'aux États-Unis, c'est très, très, très polarisé. Je les trouvais pas en termes de... En fait, c'était dans les sujets traités. On avait des sujets qui étaient souvent plus populaires auprès de la gauche, mais on n'avait pas de désinformation. Je fais ça, par exemple, pour comparer avec Fox News. Fox News, un conservateur va écouter ça, il est content. Moi, ce que je déplore, c'est pas qu'on présente des idées de droite sur Fox News, c'est qu'on mente. Puis ils ont payé quoi, 800 millions de dollars pour l'avoir fait là, il y a quelques années. Donc, mon problème avec Fox News, c'est ça. Donc, qu'un gouvernement accepte de couper des réseaux publics accessibles à tout le monde, et en 2025, c'est pas tout le monde qui a accès aux informations privées, donc on est un peu isolé, problème de bande passante, problème de services sur Internet. C'est là où je trouve que c'est une catastrophe et c'est un élément de plus au sein de l'administration Trump pour montrer que tout ce qui est information et éducation, on veut mettre notre grosse patte là-dessus. Donc, est-ce qu'on pouvait corriger le tir? Est-ce qu'on pouvait souhaiter qu'il y ait une meilleure représentation, d'une plus grande diversité d'idées? PBS et NPR, je te dirais oui. Tu demandais mon opinion. Oui, on aurait pu diversifier un petit peu plus les points de vue. Mais on tue quelque chose en faisant ça de précieux et de fondamental pour beaucoup d'Américains. Notre conspirationniste en résidence aimerait avoir un mot avec toi, Luc, avant de te laisser partir. Non, mais je trouve ça juste intéressant pour NPR. Je suis tellement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis je trouve ça intéressant pour NPR qu'au moins on puisse se retourner vers la communauté parce qu'ils demandent souvent à leurs auditeurs de les financer. Voilà. Donc c'est difficile là, pour les coupes politiques, mais au moins ils ont un organe là, dans la communauté qui les écoute. Là. Non, puis écoute, je disais, il y a des productions qu'on verra pas ailleurs, entre autres parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller produire ailleurs. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Ken Burns, qui est un grand documentariste aux États-Unis. C'est probablement un des plus, sinon le plus connu aux États-Unis. Pour un historien comme moi, Ken Burns, entre autres, pourquoi j'écoute PBS? J'écoute NPR aussi comme Francis. Si j'écoute PBS, c'est entre autres parce que chaque fois que Ken Burns sort quelque chose, puis il s'apprête à le faire, il fait ça sur PBS. Donc, on a une très, très belle qualité de travail. C'est là où je souhaitais, moi, plus de diversité. J'aimerais ça avoir un horizon plus large pour aller nourrir ma réflexion si je ne m'alimente d'informations qu'auprès de NPR et PBS. Mais je répète, on tue quelque chose en faisant ça qui est précieux. Ouais. Vous saurez que Luc m'envoie parfois 1, parfois 2 sujets. Aujourd'hui, il m'en avait envoyé 6. Nous en avons couvert 2. Cela en fait donc 4 pour demain, auxquels s'ajouteront les sujets du jour. Je n'ai aucun espoir de vider la liste, mais Luc La Liberté, on prendra peut-être une petite bière, puis juste entre nous deux. Faudrait faire une heure Faudrait avec faire Luc. une heure avec l'heure Luc La Liberté. Merci, comme toujours, écoute, cher ami. Ça fait plaisir. Une bonne journée à vous deux. On se retrouve demain. Salut.